Dans Il était une fois le Bronx, The Yard, Public Enemy, dans de nombreuses séries américaines dont Surécoute. À ses côtés, Noah Emmerich, qu'on a vu également au cinéma dans The Truman Show, Copland, Wind Talker, Super 8. À ses côtés, l'actrice Zoé Saldana, qu'on a bien sûr vu dans Star Trek de J.J. Abrams et Avatar. À mes côtés, Lily Taylor, qu'on a vu dans les films d'Oliver Stone, Kusturica, Robert Altman, Michael Mann, et qui a tourné avec Vincent Perez. À ses côtés, Monsieur James Caan, qu'on ne présente plus, acteur fétiche de Coppola et qui est venu, qui joue aussi dans 1941, le film du président du jury, Steven Spielberg. À ses côtés, bien sûr, Marion Cotillard, César, BAFTA, Oscar de la meilleure actrice pour La Môme, et qui présentait ici même en compétition l'an dernier De Rouillé d'Os, le film de Jacques Audiard. À ses côtés, Clive Owen, l'inoubliable interprète des Fils de l'Homme, et qu'on a vu à Cannes dans Sun City, et l'an dernier jouant le personnage d'Hemingway. Si on saute une place, on tombe sur Billy Crudup, le deuxième acteur principal de Blood Ties. Bien sûr, qu'on a vu dans The Hilo Country de Stephen Frears, dans Big Fish et dans Public Enemies, deux films où il croisait aussi déjà l'itinéraire de Marion Cotillard. Et au milieu, l'acteur, réalisateur, scénariste Guillaume Canet, César 2006 du meilleur réalisateur pour Ne le dis à personne, et qui présente ici son 4e long métrage pour la première fois en sélection officielle. Il est venu à Cannes comme acteur, mais comme réalisateur, c'est la première fois. Guillaume, bienvenue. Merci. Première question, et après je passerai la parole à la salle. Qu'est-ce qui vous a poussé, Guillaume, à adapter Les Liens du sang, dont vous étiez l'un des interprètes, à l'adapter pour en faire un film américain? Est-ce que c'était l'envie de tourner aux États-Unis avec des acteurs anglo-saxons et en anglais? Est-ce que vous n'en aviez pas fini avec cette histoire de deux frères, l'un flic, l'autre truand? En fait, plusieurs choses. D'abord, effectivement, après la sortie de Ne le dis à personne, qui s'était plutôt bien passée aux États-Unis, il y a eu plusieurs offres de studios, de producteurs là-bas pour réaliser un film en langue anglaise, qui m'a donné envie, effectivement, déclenché l'envie de tourner en anglais avec des acteurs anglais ou américains. Mais je me sentais pas de me retrouver dans une configuration d'un film de studio, parce que je suis quelqu'un qui a du mal à travailler avec une pression, et je pense pas prêt du tout à travailler avec une grosse infrastructure, en tout cas pour un premier film en anglais. Et je me suis dit que donc j'ai repoussé ces propositions, et en me disant que j'allais venir plutôt avec un projet que je maîtriserais plus. Et puis j'ai repensé en fait à ce scénario magnifique que j'avais donc lu et dans lequel j'avais interprété ce rôle en fait, dans le film de Jacques Maillot. Et c'est vrai que immédiatement je me suis imaginé que cette histoire transposée à Brooklyn dans les années 70 pourrait être très forte. Et j'avais envie de personnages forts, et j'avais envie aussi surtout d'un cinéma qui m'a fait rêver, qui est le cinéma des années 70 américain, que ce soit Cassavetes, les premiers films de Scorsese, Sidney Lumet, Sam Peckinpah, et surtout Jerry Schatzberg aussi, qui est une grande inspiration pour moi. Et donc du coup, voilà, ça s'est fait naturellement, et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette envie d'adapter cette histoire. Voilà. Question au premier rang. Hi, this is Rodrigo from O Globo in Brazil. I have two questions. J'ai deux questions. D'abord pour le réalisateur. J'aimerais en savoir un peu plus concernant l'importance de James Gray dans le film. Et ensuite, pour ce génie ici, James Caan, vous êtes incroyable dans le film comme les autres, mais vous êtes une légende. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance des films américains des années 70? Parce que vous en faites partie des années 70. Et cette période, qu'est-ce que ça représente pour le cinéma américain?
it's very prevalent now because I've become very negative about films. Je suis très critique concernant les films d'aujourd'hui. Alors, la possibilité de faire un film concernant les années 70, c'était merveilleux. J'ai travaillé avec les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs pendant les années 70. Et ils avaient un commencement, un milieu et une fin, tous ces films. Et mon fils n'aura pas cette opportunité parce que j'ai l'impression que la plupart des films qu'on tourne à Hollywood, ce sont de grands films avec de grandes franchises. Voilà, au fond, c'est ça. Les films indépendants que je lis, ce sont les films qui m'emballent, qui ont un début, un milieu et une fin. En ce qui concerne la collaboration, comme vous voulez. Il y a des traducteurs simultanés. Vous entendez la traduction? La collaboration avec James, en fait, ça a été d'abord une très belle rencontre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer James après qu'il ait vu Ne le dis à personne. Et il avait organisé un déjeuner avec moi pour me rencontrer. On a sympathisé très, très, très vite. Et on a parlé beaucoup de films, de cinéma. Et puis, quelques mois plus tard, ici même, à Cannes, j'ai revu James lorsqu'il était au jury, membre du jury. Et je lui ai parlé de cette aventure dans laquelle je commençais à me lancer. Et je lui ai expliqué que je cherchais un auteur, enfin un co-auteur en fait, pour m'aider en fait à adapter cette histoire aux États-Unis. Et je cherchais quelqu'un qui connaisse très bien New York dans ces années-là. Et il m'a dit, ben moi. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'il l'a jamais fait auparavant. Et j'étais très touché. Et donc après, il fallait réussir à le coincer. Et j'ai réussi à travailler pendant à peu près 2 semaines avec lui à Paris. Il est venu passer un séjour à Paris. On a travaillé ensemble on a commencé à travailler sur la structure et surtout sur le film que je souhaitais faire. Donc je lui ai beaucoup parlé, je lui ai montré des films, je lui ai expliqué vers quoi je voulais aller et les changements que je voulais faire dans le scénario. Il y en avait pas mal et puis donc on a travaillé. Puis après, moi j'ai travaillé de mon côté. Et quelques mois plus tard, je suis retourné à Los Angeles le voir pendant 1 semaine. Je lui ai fait lire tout ce que j'avais écrit dans un anglais approximatif. Et il m'a aidé un peu à parcourir un peu le scénario. Et voilà, après la collaboration avec James s'est arrêtée à ce moment-là parce que lui, il avait son film qu'il commençait, enfin la préparation, donc il n'était plus du tout disponible. Donc là est arrivée une période un peu plus compliquée pour moi parce que je me suis retrouvé dans un travail avec les comédiens. Après chaque rencontre nourrit forcément le personnage. Donc il y avait des changements qui intervenaient et qui me demandaient et qui me donnaient envie de retravailler des scènes. Et là, j'ai dû retravailler tout seul avec un traducteur en fait qui m'aidait. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Monsieur. Bonjour, Hugues Daillet, Télévision Belge. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je voulais vous demander, j'ai vu le film bien sûr, et j'ai aussi lu le dossier de presse où vous expliquez toute la genèse parfois difficile justement de la mise en place avec l'aide d'Alain Attal. Et vous faites souvent état de votre découverte des différences de méthode et de travail avec le système américain. Alors il y a un certain que nous, forcément critiques, qu'on connaît, mais j'aimerais connaître votre vécu par rapport à ça. Quelles sont les différences qui vous ont le plus marqué, à la fois parfois positivement, les belles surprises, et puis au contraire les différences difficiles à surmonter? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec la même équipe sur mes précédents films. Et donc, il y a une complicité énorme qui se crée au fur et à mesure des années. Et donc, j'ai été habitué à travailler toujours avec les mêmes personnes. Donc, avec une amitié qui se lie au fil du temps. Et donc, ne pouvant pas emmener toute mon équipe, je me suis retrouvé face à une équipe américaine qui ne me connaissait pas. Et donc, il a fallu que je gagne leur confiance.
et notamment dans un système qui est totalement différent que celui de la France, où spécialement à New York, où par exemple beaucoup de techniciens travaillent sur des projets différents, parfois courts, et notamment à New York, où il y a beaucoup de séries télé, de TV shows, et du coup, les gens sont habitués à venir travailler 2-3 jours sur un projet et partir sur un autre. Et donc forcément, ils ne peuvent pas, en si peu de temps, avoir l'affect avec le réalisateur, la passion. Donc j'ai découvert ça, et il m'a fallu du temps pour l'accepter, parce que c'est vrai que moi j'étais en recherche de cette complicité constante, et puis au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que c'était pas leur méthode de travail. C'est des gens qui travaillent très très bien, qui travaillent très vite, mais différemment, voilà, avec aussi des règles différentes d'autorisation, où on n'a pas la même liberté qu'en France de pouvoir placer sa caméra où on veut et tourner. Il y a tout un cheminement d'autorisation nécessaire, et puis des règles aussi différentes auxquelles j'étais pas habitué du tout, comme par exemple de ne pas pouvoir parler aux figurants. C'est quelque chose en France qui n'existe pas. On parle à tout le monde sur le plateau, mais là, les figurants, on n'a pas le droit de leur parler, en fait. C'est le premier assistant qui doit leur parler. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très étrange, parce que quand vous dirigez Clive à une table avec 2-3 figurants qui sont censés rire à ce qu'il dit, je me suis fait avoir 2-3 fois et piégé à vouloir diriger les figurants, et voilà, donc c'est toujours un petit peu étrange, mais j'ai le manque peut-être de complicité que j'ai pu avoir avec l'équipe technique, qui s'est créée quand même au fil du temps. C'est-à-dire que quand même, au fur et à mesure, il y a eu certaines choses qu'on a réussi à faire différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai un chef opérateur, par exemple Christoph Offenstein, qui adore toucher les projecteurs, ce qui est totalement interdit là-bas. Donc après s'être fait engueuler 2-3 fois, et finalement après ils ont laissé tomber, ils l'ont laissé faire, parce qu'à force de l'engueuler tous les jours, bon bah, mais la chance que j'ai eue par contre, c'est que tout ça a été compensé par l'immense collaboration et complicité que j'ai pu avoir avec les comédiens, où j'ai eu des comédiens extrêmement disponibles, disposés, et qui ont été très complices. Et ça, cette complicité m'a rassuré, parce qu'elle m'a donné confiance, et ça a été très important pour moi. Madame. Hi, Tatiana Benza for W Radio from Colombia. Tatiana Benza, une question de Colombie. Une question pour Clive Owen. Comment avez-vous rencontré Guillaume Canet et comment vous êtes-vous lancé avec lui sur ce projet? Une autre question pour Marion Cotillard. Vous avez déjà travaillé avec Guillaume Canet sous sa direction. Qu'est-ce que ça vous a fait de travailler à nouveau avec lui? La toute première chose, c'est que j'ai reçu un appel téléphonique de Alfonso Coron, qui est un ami, qui connaît aussi très bien Guillaume, et qui m'a dit: tu vas recevoir un script et un appel de Guillaume. Prends les choses au sérieux, car c'est un type bien, c'est un excellent réalisateur. J'avais vu Ne le dis à personne, j'ai apprécié ce film, puis nous nous sommes rencontrés, c'était à Londres, et la décision, je l'ai prise très rapidement. J'aime son énergie, j'aime sa passion, son enthousiasme, il est très intelligent et j'aime beaucoup son travail, et ça a été très facile pour moi de donner mon accord. Donc c'est ma deuxième collaboration avec Guillaume. J'avais déjà adoré travailler avec lui sur les petits mouches. Ah pardon, excuse-moi. Hop, voilà. J'avais déjà adoré travailler avec lui sur les petits mouchoirs. Et là, j'ai retrouvé cette même énergie, cette même fascination que j'ai de le voir sur un plateau, diriger une équipe, diriger des comédiens. Et puis il a une grande facilité en fait à diriger les comédiens, évidemment parce qu'il sait ce que c'est, mais parce qu'il a un respect et une compréhension qui est très importante pour un acteur. Et là, de passer du français à l'anglais, bon, des fois c'était assez curieux parce qu'on s'est souvent parlé en anglais, et alors ça c'est complètement étrange.
Mais en même temps, on était dans l'énergie de cette expérience américaine et du coup, on s'est habitué. Et j'adorerais retravailler avec lui. Je pourrais faire 20 films avec lui. On n'est plus que 18 à faire. 20 à partir de maintenant, c'est pas mal. Monsieur? Oui. Hi, it's Chris from Belgium. Chris, de Belgique. Une question pour Marion Cotillard et Guillaume Canet. Pouvez-vous nous parler du choix de Mathias? Car il y a un lien avec Russell Bone. Et est-ce qu'il sera ce soir pour la montée des marches? J'ai découvert Mathias dans Bullhead. Et puis quand je suis allé un jour à Nice sur le tournage du film de Jacques Audiard pour venir voir Marion, un type est rentré dans la salle et m'a dit bonjour. Et j'ai évidemment pas du tout reconnu Mathias, qui est un acteur extraordinaire. Et c'est vrai que c'est aussi grâce à Marion qui m'a parlé régulièrement de sa collaboration avec Mathias et à quel point elle avait vécu quelque chose de très fort avec lui. Et moi, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose qui émane de lui, une énergie et un charisme très très fort. Et c'était très important pour moi que ce personnage ait une dualité qui soit la dualité d'ailleurs sur laquelle moi j'ai voulu travailler avec Clive, sur un charisme que d'ailleurs beaucoup de voyous ont. Il y a une séduction très forte mélangée à une violence. Et c'est vrai que la personne que j'ai vue dans Bullhead avec une force et une violence comme ça très forte, et la personne que j'ai vue dans la vie de tous les jours, très charismatique, très sympathique, m'intéressait beaucoup parce que je souhaitais que on ait, par rapport au personnage de Zoé, qui va retrouver cet amour ancien qui est Billy. Je voulais qu'il y ait en face une relation très forte et que on se dise pas que ça soit évident que cette relation puisse se briser. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis parti dans cette idée-là. Et Mathias est quelqu'un d'extrêmement bosseur. On a été tous subjugués par son accent. Et Tim Monique, que j'ai rencontré grâce à Clive, qui est un dialogue coach, était scié sur le plateau quand Mathias est arrivé, qu'il a commencé à parler avec cet accent parfait. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je suis très, très déçu qu'il ne soit pas là ce soir, enfin cet après-midi et ce soir. Mais il tourne à Londres et malheureusement, il y avait vraiment... on a tout fait pour essayer de le faire venir, mais il tournait chez la reine d'Angleterre. Et la reine d'Angleterre l'a invité qu'une journée, donc voilà. J'ai pas pu avoir le portable de la reine d'Angleterre non plus. Monsieur? Je sais plus ce que vous m'aviez demandé en fait. Ah voilà, d'accord, Ouais. super. Allez-y. Grandesso Federico, New Europe, pour Guillaume. Qu'est-ce que ça représente pour vous la ville de New York? Si vous pouvez un peu me parler de votre rapport avec cette ville et peut-être une autre ville dans laquelle vous rêvez de tourner un film. Et pour Marion Cotillard, une question. Quelle est la différence entre travailler en Amérique et en Europe? Alors moi j'aime beaucoup New York depuis très longtemps. Il y a une énergie dans cette ville qui est assez dingue. C'est vrai qu'on sent tout le monde très chargé. Moi ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de retrouver le New York des années 70. Et c'est vrai qu'après m'être beaucoup documenté sur des centaines de photos que j'ai pu voir d'artistes ou des photos diverses de cette époque, j'ai pu voir à quel point la ville était totalement différente que la ville d'aujourd'hui et dans son côté crade aussi, et que les rues étaient sales avec des déchets partout, avec
Et c'est vrai que il y avait quelque chose qui m'attirait dans cette ville et dans cette atmosphère. Et notamment Brooklyn aussi, que l'on voit pas si souvent. C'est vrai que dans Blood Ties, on découvre vraiment Manhattan vers la fin. Et c'est ça qui me plaisait aussi, c'est d'être chez les gens. Et toutes les séquences qu'on a tournées à Brooklyn aussi, c'était d'essayer avec peu de connaissances sur le sujet, j'ai essayé à la fois de me documenter et à la fois d'être entouré de gens comme Ford Wheeler, par exemple, qui était le production designer, le chef décorateur, qui est quelqu'un qui a vécu à cette époque-là dans New York, qui connaît tout et qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Et s'il y a une autre ville, c'est ça où je souhaiterais tourner. Oui. J'aimerais bien tourner dans un Paris ancien un jour. J'ai l'habitude, je me suis fait plusieurs fois la réflexion de me dire que des fois on oublie comme cette ville est belle parce que on fait comme tout le monde, on regarde un peu ses pompes, mais quand on lève un peu la tête, c'est vrai que c'est une très très belle ville et voilà, j'aimerais bien. C'est la première fois que je faisais un film d'époque et j'ai toujours pensé que c'était très compliqué. Ça l'est, c'est très compliqué, mais en même temps c'est très excitant parce que ça apporte des contraintes. On n'a pas la même liberté que de prendre sa caméra et de tourner dans n'importe quel axe. Et j'ai assez aimé cette contrainte quelque part. Alors, à Brooklyn, il faut de toute façon regarder ses chaussures en marchant. Il y a une raison à cela. Ça, c'est notre expérience. Moi, on m'a souvent posé cette question. Et en fait, à chaque fois, j'ai répondu qu'il y avait autant de différences entre deux films français qu'entre deux films américains, parce que chaque expérience est unique. Et du coup, de chercher les différences entre les États-Unis et la France, ça me paraissait assez absurde. Après, moi, j'ai vécu ce tournage de Blood Ties de manière un peu différente que d'habitude, parce que j'ai assisté à plein de choses auxquelles les acteurs n'assistent pas forcément. Et du coup, pour une fois, j'ai vraiment vu les différences qu'il peut y avoir entre un tournage américain et un tournage français, à travers évidemment l'expérience de Guillaume. Alors après, ce sont beaucoup de différences techniques, disons, et de tous les syndicats qu'il y a aux États-Unis. On n'a pas du tout le même système ici. Alors après, très honnêtement, je ne sais pas si c'est pas super chiant pour moi de vous dire les différences qu'il y a entre les deux pays, parce que je pense pas que ça intéresse grand monde, mais c'est vrai que le système, en tout cas pour un réalisateur, c'est beaucoup plus flagrant les différences qu'il y a entre ces deux pays que pour un acteur, et c'est vraiment la première fois que je me rendais compte à quel point voilà, dans la logistique, ça n'avait rien à voir. Merci. Mademoiselle. Oui, bonjour, Elie Mastereau, à l'Avenir Belgique. J'ai une question pour Guillaume Canet également. Vous avez évoqué la participation, donc la collaboration avec James Gray au scénario. Je voudrais savoir, par rapport à la mise en image et à l'esthétique, à quel point il a été présent et à quel point il a été une part aussi de cela. De la part artistique ? De la part, oui, au niveau de la mise en image et de la mise en scène sur le tournage. Moi, je suis venu le premier jour de tournage et puis j'ai expliqué un peu à James ce que je voulais faire et puis il a fait le reste. Voilà. Non, il y a eu absolument aucune collaboration là-dessus. En fait, moi, l'idée était d'avoir une aide sur l'adaptation, de pouvoir retrouver cet univers en fait de cette époque-là. Et puis après, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que les 5-6 mois qui ont précédé le tournage du film, James était dans son film à lui.
et donc plus du tout disponible. Non, non, alors par rapport à ses films, par rapport à son univers, vous voulez dire? Non, alors par contre, il y a d'autres metteurs en scène qui m'ont inspiré de cette époque-là, en fait, surtout, et notamment Jerry Schatzberg, et notamment un film qui s'appelle Panic à Needle Park, qui a été un film très important pour moi en recherche, en explication en fait auprès des comédiens, auprès des équipes techniques, où j'ai demandé à tout le monde de voir ce film, de voir Mean Street aussi, de voir The King of New York, tous ces films-là qui étaient des vraies inspirations pour moi au niveau justement artistique, quoi, c'est-à-dire au niveau de l'ambiance, au niveau des couleurs, et Panic à Needle Park a été vraiment j'ai par exemple beaucoup embêté Ford Wheeler, qui est le chef décorateur, pour retrouver le même verre dans une peinture pour un mur qu'il y avait dans une chambre où je voulais ce côté un peu vert pistache délavé, et je voulais que tout soit un peu délavé, je voulais qu'il n'y ait pas de couleur vive, voilà, et ça a été dans toute la... C'était très important pour moi, ce côté délavé. Et c'était valable pour les costumes, pour les peintures, pour la lumière, pour les voitures, où je me suis fâché avec beaucoup des collectionneurs de voitures qui venaient avec leurs voitures des années 70 toutes neuves, enfin toutes refaites, toutes brillantes, et qui pour moi n'étaient absolument pas filmables, parce que les voitures dans les années 70, elles n'étaient pas toutes brillantes comme ça, donc il fallait les salir. Donc certains collectionneurs sont repartis avec leurs voitures parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les abîme, ce que je peux comprendre. Mais voilà, il y a eu cette vraie volonté d'essayer de coller à la réalité. Monsieur. Hi, I'm David from Sky Cinema Italy. I have a Question d'Italie. Question pour Marion Cotillard. Désolé de mon accent italien. I'm gonna kiss you. Je vais vous embrasser. Yeah, she means. Yeah, she means. Was it hard to learn Italian lines? Est-ce que ça a été difficile d'apprendre l'italien et notamment les insultes en italien? Et vous avez joué la musique de Gianni Morandi. Quel effet cela vous a fait? Car c'est une chanson italienne, une chanson d'amour bien connue, une grande classique. Vous me faites un plaisir, vous pouvez même pas vous imaginer. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur le personnage, la façon dont je travaille d'habitude, c'est que j'essaie de faire le vide en moi et voir ce qui vient en premier pour remplir ce vide et pour créer un personnage. Et une des premières choses qui est venue pour Monica, c'était l'Italie. Et du coup, sans réfléchir, j'ai dit à Guillaume, voilà, est-ce que tu trouves que ce serait intéressant si elle est italienne? Et puis voilà, donc on avait pris la décision qu'elle soit italienne. Et ensuite, je me suis dit que c'était pas mal si elle parle un peu italien. Et donc, on s'est lancé là-dedans aussi. Et puis, quelques jours après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà essayé de parler italien une fois dans un film et de travailler un accent italien. C'était pas du tout prévu pour le film, mais je pensais que ça allait amener quelque chose. Et ça s'est avéré être une vraie catastrophe parce que j'étais incapable de parler italien. Et donc, j'avais, à ce moment-là, sur ce film-là, abandonné totalement l'idée. Et j'avais demandé au metteur en scène qu'elle soit française. Parce que je sortais aussi d'un autre film où j'avais dû travailler un accent pendant des mois et que j'étais un peu exsangue. Et puis là, il a bien fallu le faire parce que c'était vraiment, vraiment pour le coup intéressant pour le personnage. Et ça m'a pris autant de temps, voire plus de temps, d'apprendre 4 phrases en italien que 20 pages en polonais. Voilà le niveau de... Je ne sais pas pourquoi l'italien, j'y arrive pas. Mais du coup, ça a été une expérience très, très stressante pour moi. Donc, vous avez compris
à quel point votre compliment me renverse. What song are you talking about? De quelle chanson vous parliez? In the gantry when you shoot. Oh, in the gantry, yeah. The Gantry. Back to the music, so I've only seen a rough cut with that. Donc on en a vu juste un extrait, mais j'adore la musique de ce film. C'est vraiment un des points forts de Guillaume. Dans tous ses films, il a eu une utilisation brillante de la musique. Question derrière. Hi, I'm Chen Ouyang from China. Une question de Chine. Chinese audience love the two actor and actress. So I want Les to know Chinois adorent les acteurs qui sont ici et je me demande si ce film pourrait être projeté en Chine. Are you going to see the movie in China, you say? Vous voulez savoir si on verra le film en Chine? If you know any distributor in Si vous connaissez des distributeurs en Chine? Non, non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ce film va sortir en Chine. Donc le film est déjà vendu en Chine. Great news. Excellente nouvelle. You want to see them? Vous voulez voir quoi? Nous voulons voir vos films en Chine de plus en plus. Mais C'est fait, c'est fait. C'est fait. Et je viendrai avec grand plaisir. Question derrière. Monsieur. Hi, Steven Sanderson from the Times. Steven Henderson, The Times. Une question pour Clive Owen. Ici, c'est un film sur des relations familiales. Avez-vous eu vous-même des difficultés dans votre famille? Avez-vous puisé dans votre expérience personnelle pour ce rôle? Non, pas vraiment. J'ai pris ce film sur la base du script. Ce qui m'intéressait dans ce film, c'était la relation complexe entre les différents personnages et l'idée que ces deux frères soient extrêmement liés, mais en même temps aient beaucoup de difficultés à se rapprocher. C'était quelque chose qui m'a intéressé. Il y a beaucoup de possibilités pour un acteur dans un contexte comme celui-ci. Les choses ne sont jamais vraiment simples, faciles. C'est pas qu'il y a un bon d'un côté, un méchant de l'autre. Les gens ont des liens, les liens du sang, et cela peut déboucher sur des difficultés. Parfois, on a l'impression que le personnage de Chris doit s'éloigner, mais ça lui est totalement impossible. Monsieur. Hello, this is Yanis from Greece. Yanis de Grèce. Question pour Guillaume Canet. À part les relations familiales, Blood Ties est également un film sur la trahison, le manque de foi, le manque de confiance. Et cela montre qu'il est très difficile de respecter une promesse. Qu'en est-il pour vous des promesses? Est-ce facile ou difficile pour vous de tenir vos promesses? Pardon, excusez-moi. Je crois que j'ai beaucoup de défauts. Mais si j'ai une qualité, c'est que je pense que je suis un homme de parole. Et donc quand je fais une promesse, en général, je m'y tiens. Voilà. Et c'est ce dont vous parlez, en fait, était tout ce qui m'excitait dans ce projet. C'était cette dualité, mais aussi cette confrontation qu'il y a entre le personnage de Billy et le personnage de Clive dans le film, où ce que vit Billy dans le film est pour moi quelque chose de très complexe, parce qu'il fait face au sang, à la relation familiale qui est inévitable, et que un frère reste un frère et qu'on ne peut pas, on ne peut rien y faire, et que dans les deux cas, dans son cas à lui, même s'il se mettait à rejeter son frère, ça resterait un poids toute sa vie pesant sur ses épaules, et de l'autre côté, une maladresse totale de la part du grand frère à ne pas savoir comment exprimer son amour et sa personnalité. Et il y a comme ça cette incompréhension,
ce grip. C'est marrant parce que j'ai voulu changer un moment le titre du film et j'arrêtais pas de tourner autour de choses rouillées, grippées, enchaînées. Et c'est vrai que c'est ça, c'est d'être enchaîné l'un à l'autre sans pouvoir y faire grand-chose, même si l'entente n'est pas là. Et je trouve que j'ai réussi. J'ai eu la chance, et je pense que c'est une des choses pour lesquelles je suis le plus fier dans le film, c'est d'avoir eu la chance d'avoir ces deux merveilleux acteurs qui ont réussi à faire passer ça au-delà du texte, au-delà du dialogue. Et il se passe quelque chose sur la tête de Billy quand il est dans la voiture, quand il ramène son frère en prison. Et d'ailleurs, je pense que c'est eux qui m'ont suggéré de ne pas mettre de dialogue dans cette scène, parce que je crois qu'il y avait un petit dialogue décrit. Et il le raccompagne, en fait, et on reste en silence dans la voiture. Et Chris regarde son frère, il se passe rien et il sort. Et quand on reste sur la tête de Billy, je trouve que j'adore ce plan où il le regarde rentrer dans la prison, la porte se ferme et la résonance de la porte blindée sur le visage de Billy, il fait passer à ce moment-là tout ce que je voulais raconter dans ce film, avec cette excusez-moi, je trouve pas le mot, mais cette fatalité, pardon. Cette fatalité qui est que il vivra avec ça pour le restant de sa vie. Et merci, Bill. Non, je voulais pas tout simplement avoir à apprendre d'autres répliques par cœur. Et après, nous serons obligés d'arrêter. Hello, my name is Diana from Nova Television. Diana, télévision bulgare. And my question is to Clive Owen. Une question pour Clive Owen. Vous êtes un acteur d'un talent incroyable, vous avez beaucoup d'expérience dans le cinéma. Comment est-ce que vous videz l'esprit pour vous préparer à un nouveau film? Avez-vous un secret pour vous nettoyer ou vider votre disque dur? En ce qui me concerne personnellement, il faut que je sois attentif à ne pas faire des films trop proches les uns des autres dans mon calendrier. Il faut une période de décompression avant de se lancer dans un nouveau projet. J'ai appris au fil des années que même lorsqu'on pense à un script pendant un certain temps, eh bien, beaucoup de décisions peuvent être prises au sujet de ce que l'on va en faire en tant qu'acteur. Donc, quand je commence un tournage, je ne fais pas partie de ces acteurs qui veulent commencer tout de suite et foncer dans le tournage et prendre des décisions rapidement. Moi, j'aime bien avoir du temps, j'aime bien prendre mon temps et je suis toujours très attentif à ne pas enchaîner les tournages les uns après les autres. Merci à toute l'équipe et bonne chance pour ce soir.